Et bonjour, bienvenue dans les actualités animées de la semaine. Nous sommes la semaine du 8 avril 2024. Cette semaine, programme un peu chargé et je suis très heureux de vous dire que c'est le programme le plus weeb fan d'animation japonaise qu'on a eu depuis longtemps, car c'est le début de la saison d'animation japonaise. Et je vais vous raconter tout ça après la revue de l'actualité plus française. Démarrons tout de suite, c'est les actualités animées. Commençons donc par une actualité événementielle avec, à partir du 13 avril prochain, le festival cinéma enfant de Télérama en collaboration avec l'AFCAE. Je vous avais parlé du festival Télérama généraliste adulte en janvier dernier et il s'agit d'un événement très similaire mais destiné à un public enfant. Et qui dit public enfant dit beaucoup de production d'animation. Cela va donc signifier des ressorties de beaucoup de longs métrages d'animation de cette année mais aussi certains plus anciens. Tout cela à des prix assez réduits et dans beaucoup de salles françaises. Vous pourrez donc retrouver Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Chicken Run, Les Petits Singuliers, Mia et le Migou, La vie de château, Sirocco, Le royaume des courants d'air, Léo, La fabuleuse aventure de Léonard de Vinci, Le royaume de Kensuke, Mon ami robot, Petit cœur, Mon ami robot, et Ma vie de courgette en salle pendant environ 2 semaines dans à peu près 200 salles en France. Et je vous laisse vous renseigner vous-même pour ce qu'il y a à côté de chez vous. La plus grosse actualité niveau événementiel, c'est surtout le Festival national du film d'animation de Rennes, le deuxième plus gros festival dédié à l'animation en France, qui va ouvrir ses portes du 13 au 17 avril prochain et nous permettre de voir un grand panorama de la création d'animation en France, passée et à venir. L'avantage de Rennes, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, du court-métrage, du long-métrage, beaucoup de catégories de court-métrage, ce qui me fait très plaisir, parce qu'on a aussi du film d'atelier, du film autoproduit, du film étudiant, qui ne sont pas mis en compétition les uns les autres, ce qui permet à chaque film de mieux briller. Et on a énormément de sélections thématiques en compétition très intéressantes, avec par exemple Dans mon imaginaire, Faire face, Un autre monde, ou À corps perdu, avec des sélections de films par thème, ce qui permet d'avoir des meilleures ambiances lors des projections. On aura également la présence de beaucoup de professionnels sur place, donc un très bon espace pour des rencontres. Et si vous êtes plus intéressé par la partie professionnelle, eh bien vous allez en avoir aussi des rencontres avec des développeuses de logiciels, avec des studios, beaucoup de transmissions sur le savoir-faire technique de la stop-mo, qui a beaucoup le vent en poupe ces dernières années en Bretagne, mais aussi des sessions de pitch où des réalisateuristes tenteront de convaincre des diffuseuses d'accompagner leurs films, un speed dating et des conférences sur les parcours d'auteuristes de la GRAF, la SACD qui viendra parler de son travail auprès des autoristes, et encore de très nombreuses autres choses, des masterclass, des rencontres, des work in progress. Bref, le Festival national du film d'animation de Rennes, c'est un des gros incontournables de l'année en animation, à la fois pour des rencontres professionnelles, mais aussi pour voir tout ce qui se fait de beau. Et si vous avez l'occasion de vous y rendre, je ne peux que vous le recommander. J'y serai d'ailleurs moi-même et vous pourrez vous en faire un débrief la semaine prochaine. Je ne m'attarde donc pas plus sur l'événement pour le moment. Le troisième événement auquel nous porterons l'attention ce soir, c'est le Cartoon Next, qui a lieu du 9 au 11 avril à Marseille. Le Cartoon Next, c'est un des 5 gros événements annuels organisés par le groupe Cartoon Media et qui a pour but de promouvoir les projets transmédia, donc des projets à mi-chemin entre plusieurs médias en lien avec l'animation. Alors, si ce n'est pas clair pour vous ce que c'est le transmédia, laissez-moi contextualiser. Vous avez par exemple le projet de série Claudie et Stormy sur 2 animaux qui sont à la fois dans une série d'animation, mais aussi des influenceuses sur les réseaux sociaux, avec des comptes dédiés, une histoire que l'on peut vivre en live et parfois de l'interactivité, ou encore Decos Record, un label de CD à la fois en animation, mais aussi bien réel, où des compositeuristes et créateuristes de musique pourront avoir leurs avatars animés qui vivront des aventures, moyen dont cela servira également comme matériau promotionnel et continuation de la démarche artistique des artistes. En autre projet intéressant, nous aurons également Green as Hell, une expérience VR en animation qui nous parlera de décolonialisme et qui fera des ponts entre les époques, entre l'exploitation des pays colonisés par l'Europe et le capitalisme dans une économie mondialisée. Nous aurons également Sidi Kaba et la porte du retour, un long métrage d'animation qui est un conte initiatique sur l'esclavagisme et un enfant qui a échappé, qui devrait aussi voir le jour accompagné d'un jeu vidéo. Et petit projet de cœur, Les Bros, qui, il y a quelques années de ça, était une web-série financée uniquement par le CNC Talent et YouTube, et qui va désormais être produite par Bobby Pills en tant que web-série, également sur les réseaux sociaux, et poussant plus sur l'interactivité entre public et créatrices. Voilà, c'est le genre de projet qui se développe et sait trouver des partenaires dans le cadre du Cartoon Next, et c'est quelque chose de très bénéfique que l'animation aille explorer d'autres médias que ceux seuls du cinéma ou de la TV,
cherche à se diversifier et à renouveler ses formes du côté technique et en collaboration avec d'autres artistes et d'autres manières de communiquer de l'émotion. Pour parler des artistes, justement, je voulais vous parler d'une tribune très intéressante menée par Pierre Dharréville, délégué national du PCF à la culture et député des Bouches-du-Rhône, intitulée La continuité des revenus, qui adresse les grands problèmes de précarité des artistes auteuristes en France. C'est un sujet que j'avais déjà pu évoquer ici dans la demande récente des artistes auteuristes d'avoir un statut européen plus protecteur, mais qui prend ici une nouvelle forme directement en demande auprès de l'État français. Cette tribune, elle fait le constat de la grande précarité en France des artistes auteuristes, indépendamment des sommes colossales et des emplois générés par la création en France. Quels arguments de cette tribune, c'est que les artistes auteuristes sont créateuristes de richesses, mais sont maintenus dans une forme de précarité très importante. Les artistes auteuristes sont souvent des personnes isolées professionnellement, et dont la compétitivité est exacerbée par des entreprises qui veulent bénéficier d'un service créatif ici, sans mettre suffisamment de prix ou de protection pour protéger les artistes dont le revenu est pourtant dépendant. Cette précarité, elle a été constatée de nombreuses fois, comme en 2017 où 53% des artistes graphiques et plastiques ont déclaré percevoir moins de 8 700 € de revenus artistiques par an, c'est-à-dire vraiment pas de quoi de vivre. Et plus proche des métiers de l'animation, en 2019, 75% des autoristes de BD installés à Angoulême annonçaient être au revenu de solidarité active, donc dans des situations d'une grande précarité. Le but de cette tribune, c'est de rappeler que les artistes ont une place importante, sociale et professionnelle au sein de la société. La tendance à rapporter le travail artistique et du simple divertissement, il faut que les personnes qui créent ces œuvres puissent créer dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des revenus stables sur l'année et avoir un rapport moins asymétrique avec leur employeuse. Le but final de la tribune étant de permettre aux artistes auteuristes de bénéficier du chômage au titre du régime général et donc d'avoir des meilleures sécurités et de bénéficier de meilleures protections pour un mode de vie qui est souvent très précaire. L'ensemble de la tribune, avec de nombreux chiffres pour soutenir ces déclarations, est disponible sur le site continuitédesrevenus.fr, dont je vous mettrai le lien dans la description. Pour enchaîner sur le thème des entreprises créatives, je voulais vous signaler, comme partagé par 3DVF, que l'entreprise française Superprod a racheté les studios 352 et Mélusine Productions, deux entreprises luxembourgeoises spécialisées dans l'animation et la production audiovisuelle. Alors ce rachat il est important parce que c'est une entreprise française avec beaucoup de succès qui va faire l'acquisition de deux structures étrangères. Ça va lui permettre d'affirmer son catalogue, mais d'avoir des partenaires privilégiés pour des productions futures, car on sait l'importance des coproductions internationales pour les productions d'animation. Mais c'est également un signe de la fragilité actuelle des industries créatives de l'animation d'avoir de tels rachats. À noter que ce ne sont pas des fusions, car Mélusine Productions et Studio 352 garderont une certaine indépendance dans leurs projets, mais cela intervient quand même dans un contexte particulier, donc ça me semblait important de le notifier ici. On va enchaîner avec trois nouvelles un peu people, mais que je souhaitais citer ici tout de même. La première, c'est David Lynch qui annonce vouloir lancer un projet de long métrage d'animation dont il a, avec la scénariste Caroline Thompson, écrit l'ensemble du script et espère pouvoir entreprendre la production sous peu. Netflix a apparemment déjà refusé la proposition, mais étant donné le grand nom qu'est David Lynch dans l'industrie du cinéma, et que même si ce n'est pas pour cela qu'il est le plus connu, c'est quelqu'un qui a déjà fait des web-séries d'animation et qui a une grande curiosité pour les différentes formes artistiques, et personnellement je serais très curieux de voir ce que peut donner du David Lynch en animation. La nouvelle suivante partagée par Deadline également, c'est Mathieu Kassovitz qui annonce être le réalisateur sur un projet de long métrage en technique mixte, mi-live action, mi-animation, qui sera l'adaptation d'une bande dessinée française, La Bête est morte, de Calvo. Peu de choses ont été communiquées sur le projet. La Bête est morte est une BD reprenant des événements de la Seconde Guerre mondiale, mais en les transposant avec des personnages animaliers et un ton plus proche de la caricature politique. On verra donc les formes que cela prendra, mais avec une star telle que Kassovitz à la tête du projet, il y a de fortes chances que le projet puisse se faire. Et la troisième nouvelle est particulièrement intrigante, c'est un article de The Film Stage qui annonce que Don Hertzfeldt, un réalisateur de cinéma d'animation qui s'est produit beaucoup sur le web ces dernières années, va collaborer avec Ari Aster, un cinéaste spécialisé dans les productions de films d'horreur comme Midsommar, Hérédité ou le plus récent Boys of Fred, et qu'ensemble ils vont créer un film d'animation d'horreur existentielle. Très peu de détails ont été révélés sur le projet, mais c'est une combinaison qui fait un peu rêver. Le travail très pur et minimaliste de Don Hertzfeldt et le travail très maniéré et ultra référencé, plutôt expérimental de Ari Aster. On se dit que tout ça mettra forcément un film intéressant. On a également deux petites nouvelles autour de l'IA cette semaine. Je ne vais pas y passer longtemps car c'est un sujet assez déprimant.
La première, c'est 2 écoles d'animation qui ont assez ouvertement montré leur position à propos des IA génératives en ajoutant certaines formations dédiées à ces outils dans leur cursus, les Gobelins proposant plusieurs formations autour de l'écriture et le graphisme à l'aide d'IA générative, ce qui a provoqué certaines polémiques sur le web récemment, et l'école Creative Seed qui fête ses 7 ans et qui, elle, organisera des conférences et des jams au sein du festival d'animation de Rennes utilisant des IA génératives. Ces nouvelles qui, à mon sens, sont assez alarmantes sur le fait que des écoles plutôt installées soient si prêtes à utiliser des outils pourtant très problématiques et dont l'enseignement sera très vite caduc vu leur évolution rapide. Mais côté festival, la question se pose aussi, avec comme je vous le disais le festival de Rennes qui accueille plusieurs conférences sur le sujet et des démonstrations auprès du public, et le festival Annecy qui cette semaine a répondu à une petite polémique dans les lignes de 3DVF. Effectivement, 4 films d'animation utilisant des outils d'IA générative sont présents dans la programmation compétitive de cette année, et le festival s'est justifié, invoquant le fait que les IA génératives ne sont qu'un outil et que les films sélectionnés s'étaient distingués des autres par leur qualité de réalisation, d'écriture et de message, et que l'IA n'était au final, aux yeux du festival d'Annecy, qu'un outil comme les autres. Voilà, tout cela, ça va dans le sens de la normalisation et l'adoption, ce qui, comme vous le savez, m'inquiète particulièrement. La petite nouvelle positive de la semaine cependant, c'est que le projet de film Man-Wu, que j'avais pu évoquer il y a 2 semaines de cela, a atteint son financement total cette semaine, avec 68 211 $ réunis pour mener ce projet de court-métrage d'horreur en animation. Bon courage aux équipes pour se lancer ce projet, et on se revoit dans quelques années quand c'est prêt. On va finir sur des nouvelles en lien avec l'animation japonaise. Et la première n'est pas très heureuse car c'est une étude de l'association spécialisée du cinéma d'animation au Japon, NAFCA, qui a sorti de nombreux chiffres à partir de témoignages de travailleuses de l'animation japonaise et dont le bilan est assez inquiétant. Les chiffres montrent des heures de travail très importantes, des rémunérations assez faibles, très peu de considération des travailleuses par les équipes administratives et au contraire beaucoup de situations abusives au sein des entreprises avec beaucoup d'intimidation et de menaces, encourageant des très mauvaises conditions de travail au sein des entreprises japonaises d'animation. Ce constat des mauvaises conditions de travail dans l'industrie japonaise, il est régulièrement fait avec des cas particulièrement éclatants comme chez MAPPA, dont il a été question à l'automne dernier. Et même si c'est une réalité qui semble assez ancrée, l'étude souligne que ces dernières années, il y a également une grande déperdition technique au sein des entreprises qui ne prennent plus forcément le temps de former correctement leurs équipes et que le savoir-faire a tendance à disparaître et des projets de plus en plus nombreux sont délocalisés dans d'autres pays, amenant à un amenuisement de la qualité du travail fait sur le territoire japonais. Donc un ensemble de nouvelles assez inquiétantes pour les professionnels de l'animation japonaise. Une nouvelle plus heureuse partagée par Anime News Network, c'est la nouvelle que la plateforme française de streaming ADN Anime Digital Network va s'installer en Allemagne à l'été prochain. C'est un bon signe de vie pour cette plateforme française de streaming, ce qui est toujours quelque chose de positif à prendre, vu que les plateformes de streaming françaises ont plutôt du mal à s'imposer déjà au public français. Et donc je suis très heureux de voir que ADN prend un nouvel essor en cette période 2023-2024. Et pour finir, la raison pour laquelle je vous parle de l'animation japonaise cette semaine, c'est car nous sommes au début de la saison printemps de l'animation japonaise, donc de très nombreuses nouvelles séries qui démarrent leur diffusion télé pour les 3 mois à venir. Et comme d'habitude, certaines sont plus attendues que d'autres. En vrac, on a un retour pour la saison 3 de Konosuba, la saison 2 de Mushoku Tensei, et une saison 3 pour moi quand je me réincarne en slime, et beaucoup de suites de séries bien aimées, avec par exemple la suite de Demon Slayer et de My Hero Academia, des séries d'action très reconnues. Et donc moi, je me suis dit que dans les belles images de cette semaine, j'allais vous parler des quelques séries qui m'avaient tapé dans l'œil. Évidemment, c'est fait à partir de mes connaissances personnelles et des images et pitch qui ont été diffusées pour l'instant, mais comme ça vous aurez un petit aperçu. La première série, ça va être Kaiju numéro 8, qui, comme vous l'imaginez avec son nom, va vous parler de gros monstres qui veulent dévaster le Japon et des personnes qui courageusement doivent se battre contre. C'est l'adaptation d'un manga shonen d'action à grand succès de ces dernières années et qui va être porté en série d'animation de manière vraiment qualitative, sous la forme d'un animé feuilletonnant. Autre sortie action-comédie qui va forcément faire parler d'elle, c'est Sandland, la série. Sandland, c'est l'adaptation d'un manga vidéo de Akira Toriyama, récemment décédé, auteur de Dragon Ball Z. Cela va nous raconter les histoires d'un jeune héros dans un monde désertique, post-apocalyptique, et cela va reprendre ce qu'on adore dans le travail de Akira Toriyama, c'est-à-dire des designs très originaux et dynamiques, des histoires d'action et de comédie, et des récits très entraînants. La série commence sa diffusion actuellement et les fans de Toriyama pourront donc enfin voir cette série au format animé. On a aussi un retour assez inattendu,
mais intéressant néanmoins, d'une série culte des années 2000 qui est Black Butler, dans une nouvelle histoire qui s'appelle The Public School Arc. Alors Black Butler, c'est une série mélangeant de la vie étudiante, car on s'intéresse à un personnage de noble maudit qui essaie de faire sa place dans la société par tous les moyens possibles. Ça a toujours un style très marqué, un peu émo et un peu Dark Academia. C'est une série qui a de nombreux fans, et j'espère qu'elles seront contents de ce retour assez inattendu. Et on va finir ces recommandations par 3 séries plutôt tranches de vie. Le genre tranche de vie, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en France, mais qui est finalement assez commun dans la production japonaise. C'est des récits plutôt communs, sans de grandes ambitions scénaristiques de sauver le monde ou que sais-je, mais qui s'intéressent plutôt de traiter avec soin le quotidien de personnages et parfois la découverte de certaines activités. Et ça va par exemple être le cas dans la série Bartender, Glass of God, qui est une série qui, comme son nom l'indique, va nous raconter les histoires d'un barman qui tient seul son bar et qui va, dans chacun des épisodes, recevoir des invités, écouter leurs problèmes et leur servir le cocktail parfait pour régler leurs soucis en discutant avec eux. C'est une série très cosy, adaptée d'un manga, et qui devrait beaucoup satisfaire les personnes comme moi, qui aiment le calme, la discussion introspective, et les ambiances un peu tamisées. À côté de ça, nous avons une série beaucoup plus dynamique et jeune, et qui revient pour sa saison 3, Hibike Euphonium, qui va nous raconter les histoires de 2 héroïnes, et leur pratique de la musique dans l'orchestre lycéen duquel elles font partie. L'animation d'Euphonium, elle est toujours très jolie, car c'est un des grands studios japonais, Kyoto Animation, qui en est à la source. A noter que Kyoto Animation est un studio qui s'est beaucoup spécialisé dans ce type de récit, parfois nommé Cute Girl Doing Cute Things, qui est une part intéressante de la production tranche de vie japonaise, s'intéressant au quotidien de jeunes héroïnes innocentes et curieuses et motivées de découvrir de nouvelles activités. Hibike Euphonium rentre donc tout à fait dans ce moule, 2 jeunes héroïnes très proches et exaltées, qui veulent parfaire leur maîtrise musicale et s'exprimer à travers de la musique dans des concerts. Ce n'est pas pour autant un animé compétitif, car il va beaucoup s'intéresser à la psychologie des personnages. Je vous laisserai découvrir ça vous-même. Et pour terminer, on va finir par une série très cute avec la saison 3 de Yuru Camp, au Grand Air en France, qui va être diffusée elle aussi sur Crunchyroll. Yuru Camp, c'est une série très cosy qui nous parle de 5 amis qui veulent découvrir le camping à travers le Japon. C'est des épisodes très doux qui chaque fois s'attardent sur les petites difficultés du camping, mais finalement le plaisir de quitter chez soi, découvrir de nouveaux endroits et se confronter à l'inconnu, mais en le faisant quand même de manière très cosy et avec des petites blagues douces avec ses amis. C'est une série qui est assez mignonne et pas prétentieuse en termes de technique, mais qui a trouvé un certain succès public ces dernières années et qui peut totalement s'installer dans vos soirées cosy si vous le souhaitez. Et voilà, ce sera tout pour mon bref aperçu des sorties d'animation japonaise de cette saison. Mais j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans cette sélection. On va finir l'émission de ce soir en parlant des sorties cinéma qui sont cette semaine, il faut le dire, pas extrêmement enthousiasmantes. La première sortie, c'est Peppa Pig au cinéma, une ressortie en salle d'une collection d'épisodes de Peppa Pig avec certains épisodes inédits, le tout sous la forme d'une séance de 45 minutes. C'est réalisé par Neville Astley et Mark Baker. C'est Peppa Pig, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous représenter Peppa Pig? C'est une série jeunesse, en peuplette 2D suivant les aventures de Peppa, une petite fille cochon dans un monde animalier qui vit des aventures simples et qui, j'imagine si le titre n'est pas trop trompeur, nous parlera cette fois-ci de sa découverte du cinéma. À part avec des enfants très en bas âge ou si vous êtes des fans hardcore de Peppa Pig, pas trop la peine de vous déplacer. La sortie suivante aussi, c'est une ressortie, c'est le film Luca de Enrico Casarosa. C'est un film de Disney Pixar sorti il y a quelques années de cela et qui se paye une ressortie en salle car c'est la tentative de Disney Pixar d'avoir une exploitation en salle de leurs films prévus pour des plateformes de streaming à la base. Luca, c'est l'histoire de 2 personnages tritons qui vivent dans l'océan à côté d'une ville italienne, mais qui peuvent se métamorphoser en humains et comptent bien le faire pour vivre la vie du village. Ça va parler de double identité, ça va parler d'émancipation de 2 jeunes garçons ne voulant pas vivre cachés, et c'est un des bons films de la production Disney récente, donc par hasard, si vous l'avez manqué et que vous n'avez pas d'abonnement Disney+, ça peut être l'occasion de le rattraper. Pour finir, on va parler d'une sortie originale, mais l'est-elle vraiment? On pourrait en discuter. C'est Les Aventuriers de l'Arche de Noé de Sergio Machado et Alois Di Leo. C'est un film d'animation 3D nous racontant comment 2 personnages souris, Vinny et Tito, réussissent à se taper l'incruste sur l'Arche de Noé, qui est en plein conflit entre les herbivores et les carnivores, et comment ils vont essayer de résoudre ce conflit par la musique, car ce sont 2 musiciens. Techniquement, c'est la 3D milieu de gamme. On sent que l'accent a été vraiment mis sur le nombre de personnages, les éclairages et les textures d'épelage de tous ces personnages animaliers, mais en l'état, avec un scénario et un graphisme pareil, ça a l'air d'être une production tout à fait milieu du panier.
Et les histoires animalières 3D en animation, ce n'est pas ce qui manque. Je ne saurais donc pas trop vous recommander de vous déplacer au cinéma pour voir cela. Voilà, voilà. Bon, sur ces bons mots, on va pouvoir conclure l'émission. J'espère que vous avez appris des petites choses sur l'animation cette semaine encore, que j'ai pu piquer votre intérêt pour quelques productions d'animation japonaises, et que, en tout cas, vous finissez cette émission plus informé qu'au début. Et d'ici la semaine prochaine, je vous recommande de voir des belles choses, de parler de belles choses, et surtout, créer des belles choses. Allez, on se voit la semaine prochaine.